Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est le deuxième de la série des webinaires Talent BGE sur le thème Entreprendre quand on a moins de 30 ans. Donc, je vais vous présenter très rapidement BGE, qui est une association à but non lucratif dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat et d'accompagner les entrepreneurs vers la réussite. On a plus de 1300 conseillers qui travaillent tous les jours pour justement former et conseiller les entrepreneurs. On est implanté dans 549, presque 550 lieux partout en France et dans les départements d'outre-mer également. On a fait en sorte d'accompagner l'année dernière plus de 100 000 personnes et aider au développement de 34 000 entreprises. Et on intervient à toutes les étapes du projet, que ce soit avant la création ou après la création de l'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 jeunes femmes talentueuses qui ont monté leur entreprise. Je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, Cécile et Léa, des marronneuses. Bonjour. Alors donc nous on a fait notre entreprise depuis ça fait 3 ans qu'on est sur le projet, et donc on a créé notre propre marque de cosmétiques naturels et fun, donc les marronneuses. Merci. Donc Marie et Émilie de MS Bookshop. Bonjour à tous. Nous, donc, on est Marie et Émilie. On a créé Emma's Bookshop, qui est une librairie café internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livres en français. Il y a des livres dans 5 langues différentes: l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais. Et la librairie existe depuis plus d'1 an et demi. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, si on a choisi de faire ce webinaire sur le thème entreprendre quand on a moins de 30 ans, c'est parce qu'on a chez les moins de 30 ans 51% d'indice entrepreneurial, c'est-à-dire que contre 30% dans la population générale. On a plus d'un jeune sur 2 qui se pose la question d'entreprendre. Et donc, on va parler aujourd'hui, et ça va être vraiment un retour d'expérience de nos entrepreneuses. C'est pas un webinaire d'experts. Les choses qu'on va dire pourront peut-être pas être généralisées pour tout le monde, mais en tout cas, c'est l'occasion d'entendre comment ça s'est passé pour des personnes qui ont tenté l'aventure et de poser vos questions à la fin. En parlant de questions, vous avez justement, si vous souhaitez en poser, un onglet dédié questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet-là, et vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc, avant de poser une question dans le texte, pensez bien à aller regarder si une question n'a pas été posée déjà et voter pour cette question. Et nous, on les prendra dans leur ordre de pertinence à la fin du webinaire. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est vraiment devenir entrepreneur, le déclic. Parlez-moi un petit peu de votre parcours et comment vous en êtes arrivé à l'entrepreneuriat, si c'était vraiment quelque chose qui était en vous depuis très longtemps, si c'était une opportunité, et ce qui vous a conduit là. Vous avez peut-être les marronneuses en premier. Alors du coup, en ce qui concerne notre parcours, alors j'ai fait une licence de chimie et Léa a fait une licence de biochimie. Et ensuite, on s'est rencontrés en master ingénierie de la santé, où on s'est spécialisé en dermocosmétique, donc cœur de notre métier en rapport avec notre projet. Et en fait, c'est au cours de ce master où on a appris tout l'univers de la cosmétique qu'on s'est rendu compte que les produits qui étaient pleins de sensorialité, avec de belles couleurs, etc. En fait, les compositions n'étaient pas forcément bonnes, étaient plutôt mauvaises. Et quand on s'est tourné du coup vers le naturel, on s'est rendu compte que oui, les compositions étaient bonnes, mais au niveau sensorialité, en fait, on perdait tout le plaisir d'utilisation. Et ensuite, on a eu une intervention en fait de Pépite, qui est un organisme qui aide les étudiants entrepreneurs en fait à monter leur boîte. Et suite à tous ces constats plus l'intervention de Pépite, en fait, ça a fait mûrir quelque chose.
Et on a décidé en fait de se lancer. Un matin, en allant à la fac, je regarde Léa et je lui dis je discutais avec mon entourage, etc. Et je me dis écoute, est-ce que ça te dit de te lancer avec moi? Et elle me dit ok, de toute façon on n'a rien à perdre. Et en fait on est parti et on a commencé à aller vers l'entrepreneuriat. Très bien, merci. Marie-Émilie? Nous, tous les parcours sont différents de toute façon. Moi, du coup, j'ai fait des études de lettres, une licence. Vous m'entendez? C'est un petit peu loin, si vous pouvez parler un petit peu plus fort. Oui, donc moi, j'ai fait une licence et un master de lettres. Émilie, elle a fait des études de métier du livre. Et après nos études, on a fait chacune. Émilie, elle a travaillé en librairie. Moi, j'ai travaillé plutôt dans la médiation culturelle et comme prof de français aussi. Et en fait, on s'était rencontrés pendant un stage à la fin de nos études, il y a quelques années, il y a 7-8 ans. On a fait un stage au Guide du Routard en édition, du coup. Et voilà, à ce moment-là, on n'avait aucune idée que des années plus tard, on ouvrirait une librairie à Clermont. Et puis voilà, en fait, moi, c'est vrai qu'un projet comme celui-là, pas exactement celui-là, mais un petit peu dans l'idée qui mêle les livres et les langues, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis toujours, en fait, en me disant que ce serait quelque chose que je ferais quand j'aurai 50 ans et 30 ans d'expérience derrière moi. Et puis, en fait, on s'est retrouvés, du coup, il y a 2 ans à peu près, toutes les deux à Clermont, toutes les deux en recherche professionnelle, enfin, d'autres choses au niveau professionnel. Et en fait, en discutant un petit peu de Clermont, des librairies qu'il y a ici, etc., on a décidé de lancer le projet. Donc, c'est à la fin, pour moi en tout cas, c'est à la fois un rêve depuis longtemps et puis à la fois l'opportunité aussi qui s'est présentée et les retrouvailles avec Émilie aussi, et le fait de se dire en fait on a un duo qui peut vraiment marcher pour ça. Super. Je vais vous demander maintenant quel est le moment vraiment qui a été déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes décidé à sauter le pas? Cécile et Léa. L'élément déclencheur, c'est, comme on l'a dit Cécile, c'est vraiment la rencontre avec Pépite Provence qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait créer notre entreprise. Il y avait moyen, même si on avait beaucoup l'aspect technique de par notre master en dermocosmétique, mais on n'avait pas tout ce côté entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que seul, c'est un peu compliqué de savoir comment commencer, etc. Et donc, c'est vraiment le fait d'être accompagné par Pépite Provence qui nous a vraiment appris toutes les bases de l'entrepreneuriat, qui a fait qu'on a pu se lancer, plus toutes les autres petites formations qu'on a essayé de faire à droite et à gauche. Voilà. Et après aussi, je vais rajouter par rapport à Léa, ce qui a été aussi le déclencheur, c'est quand on a fait nos stages de fin d'études, vraiment d'être dans le métier. En fait, on était dans des petites boîtes. Donc, du coup, on a touché à tous les postes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout avec nos valeurs et qu'il fallait qu'on change et qu'on porte quelque chose qui a de la valeur, quoi. Très bien. Merci. Et pour nous, du coup, le déclic, je pense que ça va être un petit peu similaire, du coup, parce que en fait, on a commencé à parler du projet un peu comme un rêve, comme ça, pendant une promenade dans un parc. Et puis, en fait, moi, à ce moment-là, je venais juste de quitter mon ancien boulot. Et du coup, j'étais inscrite à Pôle emploi, en fait. Et je regardais les formations qu'il y avait à Pôle emploi. Et en fait, il y en a une qui m'a un peu interpellée, qui était une formation courte, création d'entreprise. Et du coup, en fait, un jour, j'ai appelé Émilie en disant je me suis inscrite à la formation, on verra. On a encore très très peu d'éléments sur notre projet / rêve. Mais voilà, je vais faire la formation et voir un petit peu au moins c'est quoi, si on a envie de vraiment se lancer, c'est quoi un peu les jalons de la création d'entreprise. Et du coup, c'était une formation très courte de quelques jours, mais qui a vraiment permis de donner un premier coup de boost et à se dire en fait
déjà, c'est possible et on peut le faire. Et en plus, il y a des personnes pour nous encadrer parce que du coup, la formatrice, donc c'était une formation donnée par BGE. Et la formatrice était vraiment intéressée par le projet et m'a proposé de faire l'accompagnement individualisé du coup pour notre projet. Et du coup, ouais, on a commencé à la voir ensemble avec Émilie et à bosser sur notre business plan avec cette formatrice qui est devenue notre référente du coup. Donc c'était vraiment ça le but. Merci. Selon vous, de votre jeune expérience, est-ce que vous trouvez que votre âge a eu un impact par rapport à votre décision d'entreprendre? Est-ce que ça a plutôt été un avantage ou est-ce que ça a été une difficulté ou est-ce que c'était neutre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, il y a une part d'avantage, une part d'inconvénient parce que quelque part, ça peut être un avantage parce que justement, comme on disait, on n'a pas grand-chose à perdre vu qu'on n'a pas encore commencé à travailler, on n'a rien derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a tout à gagner dans le sens où ça nous fait aussi gagner beaucoup d'expérience. Donc, ça nous fait toucher à tout, on apprend énormément de choses. Mais il y a un côté aussi où ça va être un inconvénient parce que c'est plus difficile d'être pris au sérieux dans le milieu professionnel quand tu vois deux jeunes filles qui veulent se lancer. C'est vrai qu'au niveau des fournisseurs, des intermédiaires, etc., c'est plus difficile de faire croire en notre projet. Oui, je vais rebondir sur ce que Léa a dit. C'est vrai que le fait qu'on soit jeune et je sais pas, peut-être qu'on soit des femmes aussi, il y a un manque de prise au sérieux des fois où on doit vraiment appuyer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on dit. Après, le plus gros avantage, je pense que c'est toute l'énergie qu'on a et qu'on met à 100% dans le projet. On n'a peut-être pas l'expérience complète de quelqu'un qui aurait passé 10, 15 ans en tant que salarié dans la boîte qui va monter, mais on a vraiment une énorme volonté et d'énergie pour mettre dans notre projet. Super, merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à la partie suivante où on va parler vraiment de la construction du projet. Combien de temps vous avez mis vraiment entre l'idée et un petit peu quand on parlait le rêve et la mise en œuvre concrète du projet? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on a mis 3 ans. Mais c'était une période un peu particulière parce que on arrivait en plein en fait dans la crise sanitaire. Donc il y a eu énormément de retard parce qu'en fait il faut savoir qu'en cosmétique, quand on construit un produit, de l'idée jusqu'à la commercialisation, il y a un minimum 1 an. Donc déjà c'est un processus quand même qui est assez long. Et nous, en fait, avec la crise sanitaire, on a eu des problèmes au niveau des sous-traitants parce qu'en fait, ils se sont consacrés à la fabrication de gel hydroalcoolique. En fait, ils ne prenaient plus de nouveaux clients. Donc, il y a eu beaucoup de retard et on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la réglementation parce qu'en fait, l'idée de base de notre projet, c'était de faire des cosmétiques qui ressemblaient à des pâtisseries. Et ça, au niveau réglementaire, vu qu'on était entre la réglementation cosmétique et la réglementation alimentaire, on n'a pas pu valider nos produits. Donc, on a dû un petit peu pivoter et changer un petit peu certains aspects pour pouvoir faire avancer le projet. Merci. C'est vrai que c'est souvent une des grandes qualités des entrepreneurs qui réussissent, c'est le fait de ne pas rester campés sur leur idée de base et d'être capable de pivoter, de s'adapter au marché, à la législation, à plein de choses. Et c'est vraiment ça l'idée je pense, de Darwin, c'était celui qui réussit, c'est celui qui s'adapte le plus. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, c'est celui qui va apporter quelque chose à des gens qui veulent finalement l'acheter. On vous écoute, Marie et Émilie. Mais nous, il y a eu à peu près 6-7 mois entre le moment où on a commencé à en parler et le moment où on a eu les clés de notre local.
on l'a trouvé pour la librairie. Et après, il y avait encore 2 mois avant la vraie ouverture de la librairie. Donc finalement, ça a été assez rapide. Et je pense que c'est dû notamment au fait que moi, j'avais pas mal de temps, du coup, comme j'étais au chômage, enfin, pour une partie en tout cas, de ces 6 mois, j'étais au chômage et c'est vrai que ça a permis de faire avancer pas mal de choses. Et puis pendant tout un moment, Émilie n'y travaillait plus non plus, donc c'est vrai qu'on a pu se dédier aussi à certains moments, en tout cas, on a pu se dédier à 100% à ça. Et en fait, c'est vrai que techniquement, j'étais au chômage pendant 4 de ces 6 mois, mais je travaillais plus, je pense, que ce que je travaillais en tant que salarié, parce que c'était tout le temps, en fait, et que quand on construit un projet, c'est pas seulement de 10 à 18, mais c'est le soir, c'est la nuit, c'est les week-ends. Donc ouais, ça a été plutôt rapide, finalement. Oui, en effet, c'est vrai que ça demande forcément une très grande implication. Comment est-ce que vous aviez identifié qu'il y avait un marché, une clientèle pour ce que vous proposiez? Donc, nous, on a fait une étude de marché. Donc, on a vraiment fait pas mal de recherches là-dessus. Et on a fait aussi un questionnaire sur plus de 300 personnes pour justement vérifier que tout ce que nous, on pensait, on n'était pas les seuls à penser ça, qu'il y avait vraiment un manque dans le marché de la cosmétique aujourd'hui. Ensuite, on a fait des prototypes qu'on a pu tester en salon et sur des potentiels clients. Et on a vu que, oui, tous les constats qu'on avait remarqués, ils étaient validés en fait. Non, c'est une étape qui est très, très importante dans la structuration du projet. Vous aussi, vous avez fait une étude de marché, Marie et Émilie? Oui, exactement. On est parti un peu du même constat que Cécile et Léa, c'est que nous, en tant que lectrices, on trouvait qu'il y avait un manque à Clermont sur la littérature étrangère. C'est quand même une grosse ville étudiante. Et on s'est dit, on n'est peut-être pas les seuls qui avons envie ou besoin d'avoir accès à la littérature en langue, en version originale. Donc du coup, on a fait pareil, une étude de marché. On a envoyé des questionnaires partout où on pouvait, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir envie de littérature en version originale. Et après ça, on a fait une étude de marché un peu plus poussée. Très bien, merci. Pour vous, quelle étape a été la plus simple et par opposition, quelle a été la plus compliquée? Alors pour nous, vas-y Léa. Non, vas-y, je sais plus là. Alors du coup, je vais commencer d'abord par l'étape la plus compliquée. Pour nous, l'étape la plus complexe, ça a été l'aspect financier. Parce que, en fait, comme on dépend de beaucoup de personnes, vu qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas produire nous-mêmes, ça a été compliqué de savoir combien ça allait nous coûter. Et savoir si on allait avoir un prix qui était juste par rapport à tout ça, en fait, à prendre en considération qu'on voulait quelque chose qui soit accessible pour les clients, mais aussi de pouvoir quand même, le but c'est quand même de gagner un petit peu d'argent. Donc il a fallu peser cette balance-là, et ça a été très compliqué, surtout qu'en plus, vu que c'était une période pareil de crise sanitaire, du coup on a eu beaucoup d'attentes entre les retours, donc ça a été très compliqué sur cet aspect-là. Et je dirais la phase la plus simple pour nous, ça a été élaborer les produits, parce que c'est notre cœur de métier. Et en plus, comme c'est aussi notre passion, donc forcément, ça a été facile pour nous. Merci. Moi, je dirais que l'étape la plus compliquée, ça a été vraiment d'élaborer le business plan. On y a passé vraiment beaucoup de temps. On a été super bien accompagnés par BGE. Mais c'était quand même vraiment une longue étape où on devait
se demander tel mois, on va vendre combien de livres en telle langue, combien de boissons. Et faut pas que ce soit lissé. En fait, il faut vraiment s'adapter à chaque mois. Et en fait, c'est de se demander si après le premier jet du business plan, est-ce que c'est viable sur 3, 4, 5 ans. Donc ça, on y a passé vraiment pas mal de temps. Beaucoup de temps même. Et l'étape la plus simple, mais c'est un peu, je pense que c'est un peu comme Cécile et Léa, c'est que ça a été de construire les bibliothèques, les bibliographies qu'on allait proposer, choisir les livres. Et ça, c'est pareil, c'est nos études, c'est nos métiers à la base. Donc en fait, c'était vraiment super, c'était vraiment chouette en plus comme étape à faire, et c'était pas le plus compliqué du coup. Merci. Ce que j'entends, en fait, c'est que globalement, vous aviez la maîtrise de votre métier, les unes et les autres. Et c'est vraiment sur la partie entrepreneuriale, sur comment on va structurer l'offre, comment on va la vendre, à quel prix on va la vendre et combien on va en vendre sur quelle période. Il a vraiment été quelque chose pour laquelle vous avez trouvé de la valeur dans de l'accompagnement de BGE, et c'est peut-être ça qui vous a aussi peut-être aidé à débloquer des financements, j'imagine, pour convaincre. Parce qu'on avait dit que justement, une jeune femme devant un banquier, parfois on n'est pas forcément pris autant au sérieux que ce qu'on mériterait, et le fait d'avoir d'être accompagné par BGE, c'est vrai que c'est toujours un plus, parce que dès qu'ils voient BGE, du coup, ils connaissent et ils savent que bon, c'est quelque chose qui a été bien mené. Et nous, on avait BGE et aussi on avait l'aspect pépite qui est aussi connu. Donc, c'est vrai qu'on avait ces deux aspects-là qui ont fait que ça nous a beaucoup aidé pour appuyer le projet au niveau financier. D'accord. Justement, donc on en a peut-être parlé un petit peu avant. Donc Marie et Émilie nous avaient dit que c'était Marie donc vous aviez connu BGE via Pôle Emploi sur une formation qui était proposée. Et vous, Cécile et Léa, comment vous avez connu BGE? Pareil, en fait, c'est Pôle Emploi qui nous a dirigés vers BGE. D'accord. Est-ce que vous avez été entouré et soutenu, peut-être pas que par BGE ou par Pépite, mais je me dis quand on est jeune, est-ce que le fait d'avoir votre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit mais oui, vas-y, lance-toi, ou est-ce qu'au contraire on vous a essayé de vous décourager parce que on vous voyait pas là-dedans? Comment ça s'est passé? C'est vrai que nous, on a été, je pense que les premiers à nous soutenir, c'est BGE, parce que c'est un peu les premiers à qui on en a parlé. Et après, notre entourage nous a soutenus dans ce projet-là, quand c'est devenu plus qu'une simple discussion dans un parc. Et après, on a été, je sais pas chercher de l'aide, mais des témoignages dans d'autres librairies similaires à ce qu'on a monté. Et ça, c'était vraiment un soutien et une aide importante aussi, d'avoir l'avis de consoeurs qui ont en plus à peu près notre âge ou légèrement plus âgés, qui ont ouvert le même genre de librairie. Ça, c'était vraiment aussi chouette d'avoir des réponses à certaines questions très pratiques que d'autres personnes n'auraient pas pu répondre. Et c'est vrai qu'en plus, assez vite après au moment où on a ouvert, ou juste après qu'on ait ouvert, on a aussi eu le soutien, par exemple, de la ville de Clermont, et soutien, pas financier, mais il y a eu des partenaires, des copartenariats sur certains projets, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu aussi des institutions ici qui ont un peu répondu à l'appel, mais voilà, la première fois quand on les invitait à l'inauguration. Mais après, c'est vrai que dès l'année dernière, du coup, alors qu'on était ouvert depuis pas longtemps, on a
on a été nommé talent de la ville de Clermont, avec une vingtaine ou une trentaine d'autres talents. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui ont permis de vraiment continuer à mettre en avant aussi la librairie, le projet. Et voilà, c'est vrai que ça a été précieux aussi dans un deuxième temps, en tout cas après l'ouverture de la librairie. Merci. Et donc, du coup, pour nous, on a été très entourés par notre famille, parce qu'on a déjà des entrepreneurs un petit peu autour de nous, par nos amis, mais également par nos professeurs de faculté. Et aussi, en fait, Pépite et BGE. Et surtout, en fait, quand on a fait Pépite, vu qu'on est quand même une petite promo, je dirais. Et en fait, c'est vrai que vu qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques, on s'est un peu tous soutenus. Et comme on venait de divers domaines, du coup, c'est vrai que ça nous a énormément apporté et on a réussi à s'entraider. Très bien, merci beaucoup. On a tendance à penser que les jeunes sont mieux informés parce qu'ils sont hyper connectés et que peut-être ça peut être plus facile justement quand on est jeune, de prendre les bonnes décisions par rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à votre expérience ? Je sais pas si le fait d'être hyper connecté, ça nous a aidé grandement dans le projet, parce qu'après, il y a vraiment les grosses bases de l'entrepreneuriat, tout ce qui est business plan, études de marché. La BGE nous a vraiment beaucoup aidé, et c'est pas le fait qu'on ait un compte Instagram ou un compte Facebook qui nous a aidé, mais par contre, tout à l'heure je parlais du fait qu'on a pu être en contact avec d'autres libraires. Ça, c'est sûr qu'on les a connus principalement par les réseaux sociaux. Donc là, on a pu aller demander de l'aide, ou un retour d'expérience grâce aux réseaux sociaux. Et l'étude de marché, on l'a fait beaucoup via, entre autres, mais via des groupes Facebook d'expatriés, d'étudiants. Là, on a eu pas mal de réponses où on postait les études de marché sur des groupes Facebook qui pourraient être sensibles à l'idée qu'on avait en tout cas. Et nous, on n'a pas de boutique physique, donc c'est vrai que le fait qu'on n'ait que notre site internet pour vendre nos produits, c'est vraiment beaucoup les réseaux qui font que ça nous aide à vendre et à se faire connaître, clairement. Ça nous fait une transition parfaite justement sur la partie se faire connaître. Donc du coup, on en parlait à l'instant, le digital, c'est vraiment un allié. Est-ce que quelles actions vous avez mises en place pour justement pour commencer à établir une notoriété quels étaient pour vous les passages obligés ? Alors nous, en fait, on a commencé déjà à faire un compte Instagram avant même de lancer la marque, etc. On avait déjà notre petit compte Instagram pour essayer de se faire une petite communauté où on expliquait justement les cosmétiques, pourquoi certaines compositions, comment on pouvait faire des petits cosmétiques DIY, tout ça. Et c'est ça qui nous a déjà aidé à engranger une petite communauté avant même de commencer. Et petit à petit, on a augmenté, on a fait un peu tous les types de réseaux sociaux pour vraiment maximiser le nombre de personnes touchées. Et ensuite, on a fait le compte Instagram de la marque et tous les autres réseaux. D'accord. Et nous mais du coup, en fait, je pense que dès qu'on a eu le local, voire même un peu avant, on a créé notre compte Instagram. Je pense que c'est à partir du moment où on a eu un nom et un logo, en fait, on a créé les réseaux sociaux pour, comme disait Léa, pour nous c'était un peu la même chose, pour commencer à avoir déjà une petite communauté aussi, un petit noyau, en se disant bon, ce sera déjà ça au moins qui viendront peut-être à la librairie le jour où on ouvrira. Et puis par la suite, mais un gros truc important, c'était la presse en fait. Quand on a, au moment où on a ouvert, quelques semaines avant,
On a monté un dossier de presse qu'on a envoyé à la presse locale, en fait, que ce soit télé, radio, journaux au quotidien. Mais aussi à la presse nationale spécialisée livres ou librairies. Et en fait, du coup, ce dossier de presse et les multiples relances qui ont suivi ont donné lieu finalement à pas mal d'articles, à quelques passages en radio, une petite télé à un moment, je ne sais plus si c'était à ce moment-là, mais enfin voilà, on a eu pas mal de presse, en tout cas à l'ouverture. Et puis par la suite, ponctuellement aussi, pour les événements particuliers, on envoie des communiqués de presse, voilà, pour essayer d'avoir un petit encart, un petit article à gauche à droite. Et en fait, ce qu'on essaie de tout le temps avoir en tête, c'est qu'il faut garder en tête qu'il y a plein de publics différents. Et on n'a pas envie de cibler juste les jeunes qui vont sur Instagram ou sur TikTok. En fait, on a envie de cibler les retraités qui se remettent à lire des langues étrangères. On a envie de cibler les familles d'expats. Enfin voilà, on a envie de cibler le plus de monde possible, forcément. Et pour ça, il faut passer par plein de canaux de communication différents. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est super important. Et on y est tous les jours, en fait. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de passer même quelques minutes à la radio ou d'avoir un petit truc à la télé ou dans le journal local, en fait, on voit aussi un autre public qui après vient nous voir en disant « Ah, je vous ai vu dans la montagne ». Et nous, c'est vrai que c'est pas spécialement la presse qu'on lit tous les jours, mais par contre, ça ramène vraiment un public différent. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous, en tout cas, de garder vraiment tout le temps en tête cette multiplicité des cibles pour travailler notre communication. Oui, c'est vrai que nous aussi, on a fait tout ce qui était communiqué de presse, passage à la radio, tout ça. C'est vrai qu'il faut faire différents types de moyens pour se faire connaître. Des actions particulières que vous aviez menées sur des participations, peut-être à des événements ou Alors, nous, on a essayé de faire un maximum d'événements. On a fait le salon entrepreneur où, en fait, on a pu parler de notre expérience à des étudiants entrepreneurs, enfin, des étudiants et toute autre personne, mais c'était plus ciblé sur les étudiants. On a réussi à avoir un petit passage sur BFM. Provence. Voilà, on essaie de faire en fait un maximum d'événements pour augmenter notre notoriété. En fait, on a l'impression d'être rébarbatif, mais en fait, il faut parler, et c'est comme ça en fait qu'on se fera connaître parce que à force de bouche à oreille, etc., ça prendra forme, quoi. En effet. Merci. Est-ce que vous avez eu des moments où, parce qu'on est un petit peu dans une période de crise, on a eu le Covid, mais pas que, on est encore dans une période qui est un petit peu incertaine. Comment est-ce que vous avez fait face à ces moments un petit peu délicats et les impacts? On en avait parlé un petit peu, les marronneuses, sur le gel hydroalcoolique, tout ça, mais peut-être il y a d'autres choses sur lesquelles il y a eu un impact sur votre projet et comment vous avez fait pour rebondir par rapport à ça? Nous, pour rebondir sur les problèmes, je dirais que c'est juste que ça nous a pris à chaque fois beaucoup plus de temps parce que on a dû à chaque fois remanier le projet. Donc on a vu au début avec le Covid, ça nous a pris plus de temps puisque personne ne répondait. Ensuite, on a eu les changements, les augmentations de prix entre 2021 et 2022 qui ont fait que là aussi, il a fallu qu'on remanie tout le projet pour que ça puisse toujours correspondre. Donc, en fait, à chaque fois, il a fallu tout rechanger et c'est ça qui a fait que ça a pris énormément de temps.
Mais voilà. Et nous, par le Covid, c'est vrai qu'on n'a pas été spécialement hyper impactés. Même si quand on a ouvert, donc c'était à l'été 2021, il y avait encore la question des passes sanitaires. Et on devait, parce que du coup, comme on fait café aussi, les gens qui s'installaient, on devait contrôler leur passe sanitaire, etc. Et puis après, il y avait un pot de gel à l'entrée de la librairie et on avait les masques, mais c'est vrai que ça ne nous a pas spécialement, en tout cas, on n'a pas spécialement ressenti que ça nous avait bloqué pendant le projet. Et après, je pense que le milieu de la librairie, c'est un peu différent parce que on sait que le confinement a eu des répercussions plutôt positives en fait sur le marché du livre. Les gens se sont mis à plus refréquenter les librairies, etc. Donc après, nous, on n'a pas de visu évidemment sur avant, après, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça nous a pas tellement, on n'a pas tellement ressenti que ça nous avait impacté. En fait. Très bien. On va passer à la dernière partie, qui est la partie du développement de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction dans votre activité ? Alors nous, ce qui nous correspond vraiment, c'est la pluridisciplinarité de notre projet, parce qu'on peut faire un peu de tout. On a l'aspect où on va faire nos formules. Puis ensuite, on a le côté marketing, réseaux sociaux, création de contenu. On a le côté où on va un peu être gestionnaire. Il y a en fait plein de choses différentes. Il y a aussi quand on participe à des événements. Enfin, c'est quand même très, très varié. Et c'est ça qui vraiment nous correspond. Oui, et aussi le fait, parce qu'on fait des petits marchés locaux, le fait de parler directement en fait aux personnes et de pouvoir faire tester nos produits et d'avoir les retours, ça c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Très bien. Nous, le plus satisfaisant, c'est que c'est le retour client en fait quand les personnes nous disent on se sent vraiment bien dans la librairie ou on pourrait y passer des heures. J'ai beaucoup aimé le livre que vous m'avez conseillé. En fait, c'est vraiment ça qui est super satisfaisant parce que c'est l'idée qu'on avait dans notre tête. On a réussi à transmettre à la librairie et le lieu, du coup, c'est vraiment ce qu'on avait imaginé et les gens le ressentent. Et les gens aiment bien passer du temps ici, aiment bien discuter avec nous des livres. C'est vraiment ce point-là qui est super satisfaisant. C'est que l'idée qu'on a eue il y a presque, je sais pas, 2 ans. Bref, il y a au moins 2 ans et demi, elle est concrète maintenant et en plus les gens adhèrent à ce projet, donc c'est vraiment super satisfaisant. Merci. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune qui a une idée d'entreprise et qui voudrait se lancer mais qui ne sait pas trop quoi faire ? Alors pour nous, il ne faudrait pas hésiter à se lancer parce que comme on disait, on n'a rien à perdre, mais en même temps, il faut avoir fait un plan, entre guillemets, pour savoir où on va, combien de temps on se donne pour réussir ce projet et oui, savoir comment on va vivre pendant la création du projet. Et une fois qu'on a tout le plan, que tout est cadré, ça veut dire qu'on peut y aller et c'est le moment de se lancer, quoi. Et aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner parce que des fois, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément demander. On se dit oui, je vais y arriver toute seule, etc. Mais non, au contraire, il faut se faire accompagner pour être bien dirigé. D'accord. Et nous, je pense qu'on va rejoindre déjà ce que Léa et Cécile disent. C'est vrai que je pense que c'est fondamental de demander de l'aide en fait parce que on peut pas être compétent dans tout. Une personne est rarement compétente à 100% dans tous les domaines, que ce soit
la comptabilité à la communication, à la gestion globale. Il y a tellement de choses auxquelles penser que se faire accompagner, ça permet aussi de pas trop, d'éviter le moins d'éviter d'oublier des choses en fait dans la construction du plan. Et puis je pense que c'est important de ne pas lésiner sur des étapes qui nous semblent qui peuvent sembler un peu ennuyeuses à faire. Je pense par exemple à l'étude de marché, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement hyper fun, mais en fait c'est hyper fondamental parce que c'est vraiment ce qui va permettre de savoir si un projet a du sens ou pas. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie des choses à mener vraiment jusqu'au bout. Et ouais, après, je pense qu'il faut s'attendre et être prêt et disposé à être hyper polyvalent et être OK avec le fait de faire plein de choses différentes et peut-être aussi un petit peu avec le fait que peut-être pendant au moins un certain temps, ça va un petit peu prendre des nuits de sommeil et comme je disais tout à l'heure, des week-ends. Et parce que voilà, je pense que quand on est entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de 10 à 18, quoi, c'est quelque chose tout le temps. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, en fait. Très bien, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très très intéressantes et qui sont des excellents conseils. Je vois que Anne-Gaëlle a eu la bonne idée de les relister dans le chat sur toutes les choses qui sont des bonnes pistes pour les personnes qui sont venues écouter ce webinaire. Est-ce que il y a des choses dont vous avez besoin pour vous développer ou pour aller plus loin dans votre projet? Est-ce que vous avez des pistes de développement, des choses dont vous voulez nous parler maintenant? Alors nous, ce qui nous manque, c'est ce qu'il faut qu'on développe aujourd'hui le plus, c'est de se faire connaître le plus possible. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Cécile. Non, tout à fait. C'est vraiment la notoriété. D'accord, on continue à travailler la notoriété. Très bien. Mais nous, en fait, on va continuer sur notre lancée. En fait, ça fait 1 an et demi que la librairie existe et ça se passe vraiment très bien. Après, pour la suite, on a des projets de partenariat avec des collectivités et on va continuer à faire plein d'événements pour faire vivre la librairie, en fait. C'est continuer sur ce qu'on est en train de faire, mais en essayant d'aller chercher plus de public, que ce soit le public individuel ou les collectivités, les écoles, les bibliothèques. Très bien, merci beaucoup. On va commencer à prendre donc les questions qui ont été posées. Je suis en train de regarder, il y en a plein qui ont eu beaucoup de votes. On a une question de Sabine. Avez-vous cherché et passé une formation spécifique en gestion ou en comptabilité pour assurer votre administratif? Alors, personnellement, dans ma formation de métier du livre, en L3, j'avais un cours de comptabilité au niveau de la librairie. J'avais des toutes petites bases, mais c'est vraiment pas assez pour monter une entreprise. Du coup, on n'a pas de formation spécifique, mais on a une comptable. En fait. Je sais pas si tu peux rajouter. Ouais. Parce que pour l'instant, on n'est pas assez calé pour gérer notre comptabilité seul. Et je pense que la comptabilité, c'est un point de dépense, mais qui est vraiment super important. Et nous, notre comptable, elle nous a permis de voir les points positifs comme les points négatifs sur la façon de gérer la librairie. Et puis avec elle, mais du coup, on fait des points plusieurs fois par an aussi pour voir un petit peu
où on en est, etc. Même si nous, on suit de notre côté, évidemment, les dépenses, les rentrées. Il y a pas mal de choses qu'on fait aussi par nous-mêmes, mais elle permet d'avoir un autre regard, en fait, parce que voilà, nous, on est son client librairie, mais elle a plein d'autres clients qui ne sont pas des librairies. Enfin, voilà, elle a toute une clientèle hyper variée. Du coup, elle voit plein de choses différentes et elle a vraiment un regard extérieur et différent et qui pour nous est essentiel parce qu'en plus, la librairie, c'est plutôt complexe aussi en termes de compta. Et puis, on fait de l'import, du coup, comme nos livres viennent de l'étranger. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte qu'on est très contente de ne pas faire nous-mêmes et de déléguer à quelqu'un dont c'est le métier. Très bien, merci. Cécile, il y a des petites choses à ajouter? Alors, je gère la partie administrative. Alors, moi, j'avais déjà une formation, en fait, en économie. Donc, du coup, j'avoue que ça m'a aidée. Et ensuite, nous aussi, on a un comptable. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir un comptable parce qu'il y a plein d'aspects que lui connaît, que nous, on ne connaît pas forcément. Et donc, voilà, c'est plus simple, on va dire. En fait, le suivi de la gestion, c'est Cécile qui va le faire, mais après, tous les aspects beaucoup plus techniques, c'est vraiment l'expert comptable qui s'en occupe. Très bien, merci. On a une question, justement, pour qu'on continue à parler de formation. Est-ce que vous aviez une formation en gestion de projet ou en administration pour gérer l'entreprise? Ça, je pense que... Alors, non. En fait, on a beaucoup appris sur le tas, je dirais. Puis après, pendant nos études, on a eu beaucoup de projets à gérer. Donc, en fait, ça a été intuitif. D'accord. C'est vrai que moi, pendant mes études de métier du livre, un des dossiers de fin d'année, c'était créer une librairie fictive. Donc, il y a pas mal d'éléments que j'ai récupérés pour faire les études de marché, des choses comme ça. Et puis en fait, j'ai travaillé 5-6 ans en librairie, donc c'est pas la même chose que gérer une librairie, mais je gérais un rayon. Donc j'ai récupéré des connaissances et des pratiques de mes anciennes expériences. Oui, c'est ça. Et moi, c'est pareil. Le fait d'avoir bossé avant pendant quelques années quand même si c'était pas en librairie, en fait, j'étais quand même en charge de projets aussi. Et j'avais déjà monté des projets de A à Z. C'était pas quelque chose de complètement nouveau non plus. Même si évidemment c'est pas la même chose que de créer une entreprise, mais en tout cas, non, on n'a pas fait une formation spécifiquement pour ça. Et un peu comme Cécile et Leb, on a appris beaucoup de choses sur le tas aussi. Émilie, vous étiez en train de reparler de la partie études de marché. J'ai une question qui s'y rapporte sur est-ce que vous avez fait appel à un organisme ou si vous l'avez fait vous-même sur le terrain, sur Internet, du porte-à-porte. Vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure, peut-être un petit peu développé. En gros, on a fait un Google Doc avec des questions plein de farmers. C'est Marie qui l'a fait en fait, et on l'a distribué. Donc, on l'a beaucoup distribué sur les groupes Facebook type expat à Clermont, étudiants en anglais, enfin tout ce qui se rapportait en fait aux cultures anglophones, hispanophones, lusophones, etc. On a contacté pas mal d'écoles de langue, parce qu'à Clermont, il y a pas mal d'écoles privées de langue. L'université, je pense qu'on a été voir. Donc, en fait, on a fait Internet et terrain. On n'a pas été vraiment, on n'a pas fait de porte-à-porte vraiment littéralement. Mais dans l'idée, ça ressemblait un peu à ça quand même. Tout ce qu'on pensait qu'il y avait un lien avec les langues étrangères, on a été les voir et on a demandé s'ils pouvaient distribuer notre étude de marché. Ouais, et en fait, il y a eu un peu deux choses. Je pense qu'il y a d'un côté l'étude de marché clientèle individuelle. Donc ça, effectivement, c'était ce Google Doc qui a été largement diffusé. Et puis par ailleurs, il y a aussi l'étude de marché, potentiel partenaire, plus structure, quoi. Donc il y a les personnes individuelles et puis les structures.
Et ça a été hyper important aussi, c'est ça, de prendre rendez-vous avec des écoles de langue, avec, rencontrer des profs de langue, etc. Et des personnes qui disent, en fait, moi, je suis vraiment intéressée et derrière moi, j'ai 60 étudiants que j'ai chaque année et à qui je pourrais recommander votre librairie. Donc, c'est en fait rencontrer des futurs prescripteurs qui a été super décisif aussi. Très bien. Merci beaucoup. J'ai vu qu'on avait aussi une autre question sur... toujours sur la structuration du projet, je ne la trouve plus. Donc on parle de la formation, oui, cette question de Mélanie, pensez-vous qu'il est nécessaire d'être spécialisé dans le domaine dans lequel on se lance, avoir fait des études ou une formation dans ce domaine? Alors, nous, en ce qui concerne la cosmétique, je dirais que oui. Mais ça n'empêche pas, si vous savez bien vous entourer, en fait. Je pense que ce qui est le plus important, voilà, c'est de savoir quand même bien gérer, en fait, avoir les bases de l'entrepreneuriat pour pas s'y perdre. Mais selon ce qu'on veut, oui, il vaut mieux être spécialisé. Mais après, il y a... C'est bien d'avoir une petite base pour savoir quand même de quoi on parle. Sinon, on est obligé de suivre ce qu'on nous dit. Et si on ne sait pas trop de quoi on parle, on peut vite se faire un peu avoir par des intermédiaires. Oui. On répondra à la même chose. Je pense qu'il faut vraiment faut quand même avoir une certaine base du métier ou une connaissance en littérature. C'est vrai que nous, depuis qu'on a ouvert, on voit pas mal de gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent monter une librairie parce qu'ils aiment bien lire, mais c'est vraiment pas suffisant parce que on lit chez nous, en fait, on lit rarement à la librairie et faut pas oublier que voilà, c'est une gestion d'une entreprise d'abord et après, oui, évidemment, on lit parce que sinon on pourrait pas conseiller nos livres, mais on lit rarement sur place. Merci. On a après pas mal de questions sur la communication. J'ai vu. Celle-ci, avez-vous rencontré des freins pour votre communication, des difficultés pour votre site, pour hiérarchiser vos besoins en communication? Est-ce que vous êtes fait aider par un professionnel? Alors, ça fait beaucoup de questions en une question. Oui, elle est très complète. Alors, nous, je dirais, point de vue communication, ce qui a été le plus compliqué, c'est surtout, en fait, de trouver et de rester sur ce truc-là. En fait, c'est d'avoir la bonne image. Parce que, nous, en étant une marque, du coup, ça a été de trouver, vu que nous, on voulait quelque chose qui soit naturel et fun, en fait, d'arriver à concilier les deux. Et du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde nos débuts et maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a une grosse évolution. On a réussi en fait à trouver comment rendre notre image de marque forte avec une communication quand même assez colorée et un peu décalée pour se démarquer des autres. Mais ça a été ça le plus compliqué, je dirais. Parce qu'après, communication, de toute façon, après, c'est aussi se former et apprendre parce que c'est au fur et à mesure, en faisant des erreurs, qu'on se rend compte de ce qu'il faut faire, pas faire. Et c'est en essayant qu'on y arrive. Après, pour le site web, on s'est fait aider pour le design parce que c'était compliqué. En fait, on avait les idées, mais on n'arrivait jamais en fait, à avoir quelque chose qui fasse professionnel, vraiment bien fait, etc. Donc, on s'est fait aider sur ça. Après, je pense que quand on est une petite structure et qu'on commence, il faut essayer de minimiser le budget et de prendre vraiment que ce qui est essentiel. Voilà. Très bien. Et nous, un des trucs importants, ça a été la rencontre avec notre graphiste, du coup, qui a fait notre charte graphique, qui a créé notre logo, qui a créé pas mal d'éléments de communication. Et ça, c'était une dépense qui était ponctuelle et importante.
mais sur laquelle on ne voulait pas du tout lésiner parce que on pensait tous les deux que c'était important d'avoir un logo, mais qui fasse pro et qui fasse pas comme si je l'avais fait moi-même sur Word, quoi. Et puis, pour notre site web, c'est un peu spécifique à la librairie parce que du coup, on a un logiciel de gestion de librairie. Et voilà, le fournisseur de ce logiciel propose aussi une solution web donc, pour le site marchand. Donc là, c'est vrai, ça va être vraiment spécifique à la librairie. Après, c'est pas... Voilà, le site web qu'on a actuellement, c'est pas le site de nos rêves. Et on se dit que dans les années à venir, quand on aura une vraie stabilité financière, on retravaillera sur le site web. Mais pour l'instant, il fait le job et ça nous convient comme ça pour le moment. Très bien. On a une question justement de Mélanie qui est sympathique comme tout et qui demande si le fait de créer une activité en duo, si ça a été difficile ou au contraire si le fait d'être deux, ça a été un avantage. Pour nous, en tout cas, ça a été clairement un avantage parce que Marie et moi, on est complémentaires, on n'a pas les mêmes compétences sur les mêmes domaines. Donc, en fait, on dit tout le temps qu'on n'aurait pas monté la librairie toute seule. Rien que déjà par rapport aux langues qu'on parle, on est complémentaires. Puis après, même des activités comme moi, j'aime bien faire la com, Marie, elle peut faire l'administration, même si en fait, maintenant, ça fait 1 an et demi, on échange de connaissances, mais le fait d'être deux, c'est un moyen aussi de se partager les idées, s'il y en a une qui est stressée sur un domaine en particulier. Enfin, il y a vraiment une communication qui s'est mise en place entre nous et qui est essentielle pour la gestion de la librairie et qui permet aussi de ne pas avoir le stress ou la pression de prendre une décision toute seule pour son entreprise. Nous, on l'aurait. Enfin, ouais, c'est ça. C'était à deux ou rien. Très bien. Mais nous, c'était un peu pareil. Du coup, être à deux, c'est plutôt un avantage. Déjà, par rapport même au niveau temps, c'est vrai que le fait d'être à deux, on peut faire énormément de choses que seul, ça aurait été vraiment très, très long. Et c'est vrai qu'on a aussi ce côté... alors, on a la même formation, mais pour autant, on est un peu complémentaires parce que on s'est toutes les deux dirigées vers plus certaines activités. Peut-être moi, plus communication, c'est plus gestion. Et du coup, on fait un peu des choses différentes, même si, pareil, souvent, on se rassemble, on se demande notre avis. C'est vrai qu'être à deux, pour nous, c'est vraiment un avantage, quoi. Ouais, et je rajouterais sûr que nous, ça nous permet, par exemple, de partir en vacances. Mais c'est sûr que l'aspect qu'il faut prendre en compte dès le début, dès le business plan, c'est que qui dit être deux, dit à un moment donné, il va falloir qu'on se paye, il va falloir qu'on sorte de salaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte qui est super important dans le business plan au début. Justement, ça fait une transition magnifique vers une autre question qui a été, celle qui a eu le plus de votes, celle de Wendy qui demande est-ce que vous avez déjà eu des mois sans bénéfice et sans salaire? Nous, donc ça fait 1 an et demi qu'on existe. Le mois sans bénéfice, je ne sais pas trop comment y répondre, ça c'est un peu bizarre, mais en tout cas, au bout d'1 an, on a généré des bénéfices. Et moi, j'ai commencé à me payer en octobre, et Marie, ça arrive ce mois-ci, juste parce que notre période Pôle emploi on n'avait pas la même. Et pour l'instant, en tout cas, la première année, il y a eu des bénéfices et on peut se payer un petit salaire. En tout cas, moi en octobre et Marie, là, ça va arriver. La librairie peut supporter les 2 petits salaires qu'on va se payer. Et financièrement, en tout cas, ça va dans la direction qu'on veut que ça prenne et que la comptable veut que ça prenne. Donc. Mais en tout cas, on ne peut pas raisonner. C'est dur de raisonner au mois par mois en termes de bénéfices. C'est plutôt global parce que. Voilà. C'est la fin. J'aurais bien aimé pouvoir juste rapidement, quelle est la chose qui vous a fait le plus peur ou qui vous a fait presque hésiter à vous lancer pour conclure.
Alors là, moi, je pense que ce qui peut faire peur, c'est se dire, est-ce qu'au bout de 2, 3, 4 ans, on va pouvoir se payer ou même se payer un peu plus que ce qu'on paye au début. En fait, c'est l'aspect financier, il peut être un peu terrifiant, parce que c'est super d'avoir des idées, mais si derrière, on ne peut pas se payer plus de 900, 1 000 euros par mois, je ne sais pas, ça commence à être, si ça traîne sur des années, ça peut faire un peu peur. L'aspect financier peut faire un peu peur. D'accord. nous, ça serait pareil, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations que vous avez partagées et pour votre témoignage. Donc, dans le chat, on vous a partagé les liens vers les sites de Léa et Cécile des Marronneuses, de Marie et Émilie de la librairie Emma's Bookshop à Clermont-Ferrand. Vous allez retrouver le replay de ce webinaire sur notre site très rapidement. Et nous avons encore 2 webinaires à venir. Un sur le choix de la franchise, donc ouvrir un établissement franchisé. Et ce sera le 24 février. Et le fait d'entreprendre dans la Silver Economy, ce sera le 2 mars. Le replay du premier épisode qui était ouvrir un commerce itinérant est aussi disponible sur notre site. Merci à tous et à tous d'être venus et surtout merci à Léa, Cécile, Marie et Émilie d'avoir répondu à toutes les questions. Merci. Merci.